C'est le Grand Matin Sud Radio, le petit déjeuner politique. Ce matin, 7h45, c'est Yves Verrier, secrétaire général de Force Ouvrière. Oui, bonjour Yves Verrier. Bonjour. Comment ça marche le télétravail? Parce qu'on avait la ministre du Travail, Elisabeth Borne, il y a quelques jours chez nous, qui mettait la pression sur les entreprises. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Mais le télétravail aujourd'hui, c'est du travail à domicile imposé parce que raison sanitaire, c'est-à-dire il s'agit de limiter le flux de personnes ou la densité de personnes sur le lieu de travail, dans les transports en commun. Donc on nous dit, et ça relève de la responsabilité des pouvoirs publics, à chaque fois qu'on peut mettre en place du télétravail, il faut le mettre comme on l'a fait au moment du premier confinement. Cela étant, on s'est aperçu à la sortie justement du premier confinement que le travail à domicile de manière permanente, il faut faire attention au cliché de la résidence secondaire, du cadre qui était parti en famille. Ça existe, mais c'est un cliché, quoi, bien sûr. Enfin, ça existe. Ce que je veux dire, c'est loin d'être la majorité. Et le problème, c'est que pour beaucoup, un poste télétravaillable, ça n'est pas forcément... il l'est peut-être du point de vue de l'entreprise, en termes d'organisation du travail, de moyens mis à disposition du salarié, mais il ne l'est pas forcément du point de vue du salarié qui n'a pas forcément l'espace chez lui, qui peut être dans un appartement de taille restreinte avec un conjoint ou une conjointe qui travaille aussi, ou les pendant enfants, la période de vacances, a fortiori les enfants. Donc voilà, et tout ça, il faut y prêter attention. Mais parce que ça génère du mal-être. Quelles sont les remontées des gens de FO, de Force Ouvrière, qui sont soumis à ce régime Eh bien, si vous voulez, quand on nous a dit qu'on pouvait utiliser une journée par semaine d'assouplissement pour que les salariés puissent revenir sur le lieu de travail pour renouer avec les collègues, le lien social, ce qu'on appelle, à l'évidence, les salariés, dans une très très grande majorité, l'utilisent, et parfois même, et c'est là que la ministre du Travail dit il y a une forme de relâchement, ça a été utilisé un peu plus que cela, parce que les salariés ont envie, en général, de pouvoir revenir sur le lieu de travail, fréquenter les collègues. Et puis il y a un enjeu majeur, c'est les conditions de travail. Il faut s'assurer du droit à la déconnexion, c'est-à-dire qu'on ne surtravaille pas parce qu'on est à domicile quasiment, j'allais dire, H24. Donc il faut y prêter attention là-dessus. On n'a pas été préparé non plus à ça, pour savoir effectivement gérer ce flux de travail à domicile, quoi. Exactement. Certains travaillaient plus, d'autres travaillaient moins, c'est compliqué. Hein. Oui, absolument. Et c'est justement pour ça que FO a bagarré auprès des employeurs pour qu'on réussisse à ouvrir une négociation au niveau national, interprofessionnel, donc tout secteur d'activité confondu, et on a réussi à la fin de l'année à signer un accord qui, y compris, prévoit, par exemple, que dans les circonstances exceptionnelles où le télétravail est imposé pour des raisons d'ordre public, eh bien, on doit passer par de la négociation dans l'entreprise, au niveau des branches, sur les modalités de ce télétravail qui prennent en compte les risques pour les salariés. Oui, il y a une proposition de loi sur la prévention santé au travail qui est examinée à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous en attendez, vous, Yves Verrier ? Alors ça, c'est une deuxième négociation que nous avons réussi également à conduire avec les employeurs au niveau national, là encore, pour qu'on mette au cœur de la question de la santé au travail, la prévention et pas simplement la réparation. Et donc, on a signé un accord, là aussi, on a signé 2 accords nationaux en fin d'année 2020, pendant cette crise sanitaire. Moi, je m'en félicite parce que Force Ouvrière tient beaucoup à la pratique contractuelle, à la capacité de négocier avec les employeurs pour trouver les bons compromis qui préservent les droits des salariés, les font progresser. Donc là, en l'occurrence, en matière de santé au travail, et le Parlement se saisit de cet accord pour traduire dans un certain nombre de dispositions législatives, ce qui doit relever de la loi. Donc nous, on va s'assurer que, 1, l'accord est bel et bien respecté, 2, qu'il est conforté, renforcé par des dispositions d'ordre public qui sont nécessaires, comme par exemple la remise en place de ce qu'on appelait les CHSCT ou son équivalent dans les entreprises dès 50 salariés à tout le moins. Bon, pour l'instant, le plan qui a été mis en place par le gouvernement avec les aides, globalement, évite beaucoup de licenciements. Incontestablement, et on l'a soutenu d'ailleurs, tous les dispositifs, par exemple, d'activité partielle, d'appui aux trésoreries des entreprises, avaient pour objectif d'éviter que les entreprises fassent comme premier choix de licencier. Donc, on a préservé. Et ça, le résultat, alors. Et ça, le résultat, Yves Verrier. Il n'y a pas de. On a évité le pire, mais il n'en demeure pas moins qu'on est à plus de 6 millions de demandeurs d'emploi aujourd'hui. Donc, malgré cela, il y a, je le dis, les salariés payent déjà le prix fort de cette crise, que ce soit sur l'emploi, la crainte
pour son emploi. Sur le pouvoir d'achat, quand on est en activité partielle, on se préoccupe beaucoup, par exemple, des loyers des entreprises. On oublie qu'en activité partielle, les salariés perdent 16 à 20% de rémunération. Le loyer, il tombe à échéance chaque mois. Donc, les salariés payent déjà le prix fort. Et moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est qu'on monte en épingle aujourd'hui la question de la dette. Je ne voudrais pas que ce soit un prétexte pour que demain, on redouble l'addition aux dépens des salariés en disant maintenant on va falloir payer le coût de la crise. C'est-à-dire quoi, que les entreprises licencient en fait davantage, que quoi qu'il y ait moins d'aide. Alors, premièrement, moi, j'interviens systématiquement auprès des pouvoirs publics quand les entreprises, à l'évidence, utilisent la situation comme effet d'aubaine, accélérateur sur des plans de restructuration, des plans de suppression d'emplois. Je les alerte aussi sur toutes les opérations financières, actionnariales. On a alerté sur Veolia, Suez, Carrefour, tout ça. Carrefour. Aujourd'hui, je suis très inquiet et j'ai alerté le ministre de l'économie ces jours derniers sur la situation de Danone. Donc, je ne voudrais pas que on fait beaucoup le parallèle avec la crise de 2008 et ses conséquences sociales. Il ne faut pas oublier que 2008, c'est une crise financière, une spéculation complètement déconnectée de l'économie réelle, et je ne voudrais pas que les mêmes acteurs, fonds d'investissement et autres, profitent de la situation pour des opérations actionnariales qui ne tiennent pas compte de l'activité, de l'entreprise et de l'emploi demain. Oui, vous voulez dire qu'il y a donc des fonds ou parfois des entreprises ou des grands patrons qui sont en train de préparer des plans sur le dos justement de cette crise, quoi. C'est une opportunité pour eux. À l'évidence, les acteurs des fonds d'investissement divers et variés, fonds de pension, sont avides de toujours plus de profits boursiers et financiers et ne sont pas très regardants à la situation. Par exemple, Veolia Suez, moi j'avais alerté parce que de quoi on parle ? On parle d'eau, d'assainissement, de collecte et de traitement des déchets. C'était, rappelez-vous, les activités essentielles et les deuxièmes lignes. Et c'est essentiel à la population. Et pendant ce temps-là, on voit des opérations actionnariales, Danone, même chose. Donc voilà, moi je suis un peu... qu'est-ce que les autorités, qu'est-ce que vous demandez aux autorités alors dans ces conditions ? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire, quoi ? Eh bien, puisque les pouvoirs publics, alors qu'ils avaient depuis longtemps démissionné, considérant qu'ils ne pouvaient plus agir sur le cours de l'économie, ont décidé face à la pandémie d'arrêter des pans entiers de l'activité économique pour préserver la santé des plus fragiles, eh bien qu'ils continuent d'une certaine manière à mettre la main, à prendre la main sur l'économie et qu'on intervienne. Par exemple, vous me dites le plan de relance. C'est de la suspension des opérations, c'est ça ? Je pense qu'il faut, on avait dit, à chaque fois qu'il y a aide publique, qu'on contrôle le comportement des entreprises, qu'on interdise les licenciements, qu'on interdise le versement de dividendes, à chaque fois qu'il y a aide publique, quelle que soit la nature de l'aide publique. C'est 470 milliards d'aides publiques, nous dit le gouvernement en mesure d'urgence. C'est 100 milliards du plan de relance. Donc je pense qu'il est parfaitement légitime que les pouvoirs publics regardent de très près comment se comportent les entreprises dans ce contexte. Oui, c'est ça. Yves Verrier, comment on pourra s'en sortir justement avec le plan de relance par la suite ? Et comment faire ? Quelles sont les recettes ? On parle beaucoup de l'épargne des Français, par exemple. Alors, le plan de relance, c'est 100 milliards d'euros. Le ministre de l'économie et des finances et de la relance, M. Bruno Le Maire, nous dit les ménages français auraient épargné pendant la crise sanitaire, depuis le confinement, de l'ordre de 120 milliards d'euros. C'est-à-dire presque autant, un peu plus même, que le plan de relance. Et il nous dit comptez beaucoup sur cette épargne pour participer à la relance de l'activité économique. Sauf que ce qu'il ne dit pas, et ce que je lui ai dit, c'est que 70% de cette épargne est concentrée entre 20% des ménages les plus aisés. Et ceux-là, ils ne vont pas acheter 10 baguettes de pain tous les matins, aller 3 fois au restaurant le soir, 4 fois au cinéma dans la soirée. Donc, la relance, il faut qu'on s'assure que cette épargne entre les plus aisés, on vient de nous expliquer que 15 000 Français détiendraient de l'ordre de 100 milliards d'euros au Luxembourg. Il faut absolument qu'on regarde en termes de fiscalité comment on fait pour redistribuer ces richesses dans l'économie réelle et non pas justement sur de la spéculation boursière sur les marchés financiers. Oui, voilà, bon, ça, en tout cas, ça c'est une des pistes. Les oubliés du Ségur ont touché des revalorisations de salaire. Ça, c'est une bonne chose. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs comme ça qui doivent être concernés, notamment du côté de la santé ? Alors,
en ce moment, on essaye de mettre jusqu'au bout le Ségur. Hein. On a fait un progrès à nouveau ces jours derniers en élargissant le Ségur au secteur du médico-social. Ça n'est pas complètement achevé, donc il y a encore à faire là-dessus, mais ça, c'est une très bonne chose, bien évidemment, et je me félicite de l'action de Force ouvrière dans le secteur pour l'occasion. Et il y a tout ce qu'on a appelé les deuxièmes lignes. Vous vous souvenez, les salariés du nettoyage propreté qui nettoient les bureaux avant l'ouverture, après la fermeture, qui n'ont pas arrêté. On l'a dit, la collecte des déchets, les salariés des transports, de la logistique, tous les ambulanciers, les laborantins qui ne se sont pas arrêtés. Et toutes ces professions, les salariés à domicile qui s'occupent des personnes âgées, fragiles, dépendantes, handicapées, ça fait partie du secteur du social, du médico-social. Il faut vraiment qu'on rebooste le regard qu'on porte sur ces professions, sur ces métiers, qu'on les repositionne sur l'échelle des valeurs. Ça passe par une revalorisation en termes de formation, de qualification, une reconsidération générale et bien évidemment une reconnaissance sur le plan de la rémunération. Il faut les repositionner sur l'échelle des valeurs en termes d'emploi au même titre que les emplois de l'industrie, que les emplois de services aux entreprises. La réforme de l'assurance chômage, il faut poursuivre ces négociations ou il faut les suspendre? Je vous l'ai dit, j'espère qu'on ne va pas monter en épingle la dette pour nous faire revenir la réforme des retraites, 2, pour refaire revenir cette réforme de l'assurance chômage dont personne ne veut. Les 5 confédérations ont dit qu'il fallait abandonner cette réforme de l'assurance chômage. Les 5 confédérations ont dit qu'il ne fallait pas que le dossier des retraites revienne à l'ordre du jour. J'espère qu'on sera entendu. Si on ne l'était pas, moi j'ai prévenu, je mets en garde les pouvoirs publics, le gouvernement, on reste déterminé. Yves Verrier, question avec Cécile de Bénibus. Oui, je vais revenir sur la vaccination en entreprise qui n'est toujours pas réglementée. D'abord, est-ce que vous attendez le feu vert et est-ce que vous pensez que ça peut créer des inégalités entre les groupes et les PME par exemple ? Il y a toujours un risque. Moi, ce que j'attends, c'est que les pouvoirs publics mettent le paquet, sur la production de vaccins, parce que ce qui manque aujourd'hui, c'est pas tellement... On va avoir bientôt plus de vaccins qu'on a de doses. Bon, j'exagère, c'est une image, mais qu'on mette le paquet et qu'on réquisitionne à chaque fois que nécessaire les entreprises pour produire des vaccins. Je sais que c'est pas simple, ça se fait pas en claquant des doigts, mais il faut absolument mettre le paquet. J'ai l'impression que le gouvernement l'a entendu de ce point de vue. Moi, j'étais intervenu dès début janvier là-dessus. Et 2, il faut qu'on prenne toutes les dispositions qui permettent de vacciner le plus grand nombre et le plus rapidement possible la population dans son ensemble, entreprise ou pas entreprise, pour qu'il n'y ait pas d'inégalité. Merci Yves Verrier, secrétaire général de Force ouvrière, qui était l'invité ce matin de Sud Radio. Et tout de suite, le journal de 8h. À tout de suite.